Ceci n'est pas une pipe. Ceci n'est pas un sextoy. C'est le symbole d'un sujet hautement politique et encore tabou, le plaisir féminin. Si, je vous assure. Bonjour, je m'appelle Christelle et je suis la créatrice de Be-Sensory. Be-Sensory est la première application de lecture de contenu érotique connectée à un sextoy. Concrètement, mesdames, cette application vous permettra de lire des textes érotiques sur votre smartphone ou votre tablette qui seront synchronisés avec un sextoy qui se déclenchera de manière automatique lorsque vous lirez les passages les plus torrides. Et si toutefois vous n'avez plus envie de lire ou pas envie de lire, vous pourrez aussi inviter dans cette application votre partenaire pour qu'il vous envoie des messages beaucoup plus vibrants que d'habitude ou qu'il prenne la main sur votre télécommande. Une fonctionnalité, messieurs, qui me permet d'attirer votre attention et de vous dire que oui, vous avez bien compris, le fantasme du déclic de Manara, ce petit boîtier qui permet d'attiser à distance le désir des femmes, est bien en train de devenir une réalité. Très souvent, quand je présente ce projet, une question arrive très vite. Mais comment vous est venue cette idée ? Sous-entendu, cette idée géniale, rigolote ou carrément navrante, en fonction de mon interlocuteur. J'aurais pas assez de 18 minutes pour tout vous expliquer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que je suis une amoureuse des mots. À l'âge de 6 ans, il m'est arrivé une chose formidable qui vous est arrivée à vous aussi. J'ai appris à lire. Sincèrement, la lecture a changé ma vie. C'était ma première liberté, le début de tous les possibles et la certitude que plus jamais je ne m'ennuierais. À 10 ans, j'ai lu Le Parfum de Patrick Süskind, une expérience de lecture incroyable. Je lisais la description de la violette et je sentais la violette. J'ai alors compris le pouvoir extraordinaire des mots. Ces mots qui nourrissent notre savoir, notre imagination, nos émotions, mais qui sont aussi capables d'éveiller l'ensemble de nos sens. Un constat que j'ai renouvelé quand j'ai découvert la littérature érotique grâce à La bicyclette bleue de Régine Desforges ou à La femme de papier de Françoise Ray, qui, 25 ans après, j'ai lu son livre, a accepté de marrainer mon projet et j'en suis vraiment très fière. Je suis aussi une amoureuse des nouvelles technologies. Pas dans la manière dont elles fonctionnent, j'y comprends rien, je ne suis pas ingénieure, je suis une communicante, mais dans tout ce qu'elles permettent d'imaginer. C'est pour ça qu'en 2008, quand j'ai eu l'opportunité, je n'ai pas hésité une seule seconde à plonger dans l'univers des startups. L'iPhone arrivait sur le marché français, on commençait à parler d'Internet mobile, d'applications, de géolocalisation. Un nouveau monde numérique était en train de se créer, c'était passionnant. Pendant 5 ans, j'ai accompagné des entreprises, des éditeurs sur ce nouveau terrain de jeu qui n'arrêtait pas de s'enrichir de nouvelles possibilités grâce à l'impression 3D, à la réalité augmentée, aux objets connectés. Et puis un jour, après avoir beaucoup réfléchi pour les autres, j'ai eu envie de réfléchir pour moi et de créer ma propre start-up et de marier mon amour des mots et des technos pour imaginer quelque chose de nouveau. J'avais lu un jour dans une étude que si les gens freinent pour passer à la lecture numérique, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de perdre le contact avec le papier, son odeur, bref, le contact physique avec le livre, ce que je pouvais comprendre. Mais avec mon petit côté geek, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'inverse ? Comment on pourrait repartir de contenu numérique et recréer de véritables sensations déclenchées en fonction de ce qui est lu, vu, entendu ? C'est comme ça qu'est né le concept de lecture numérique sensorielle. Et comme j'avais envie de me lancer dans une aventure entrepreneuriale vraiment très excitante, j'ai forcément choisi la littérature érotique pour commencer. Je savais que je me lançais dans un projet innovant, une telle plateforme de lecture connectée n'existe pas. Un projet ambitieux, qui demande de lourds investissements, beaucoup de développement. Un projet, comme on m'avait dit, impertinent, décalé, voire un peu osé, parce que oui, il s'agit bien de parler d'érotisme et de plaisir, mais je ne l'avais pas investi d'une dimension particulièrement militante, même si je suis une femme et que je porte un projet qui s'adresse avant tout aux femmes. J'ai la chance d'être née en France, de faire des études, j'ai le droit de voter, de conduire, de travailler, d'entreprendre. J'ai eu la chance de pouvoir choisir mon mari, d'avoir des enfants, tellement de libertés fondamentales qui sont interdites à des millions de femmes dans le monde, que je ne m'étais jamais sentie vraiment dans le besoin ou la nécessité de revendiquer quoi que ce soit.
Et puis je pensais qu'en 2015, parler de sexualité, de plaisir, c'était plus un problème. Après tout, le sexe est partout, dans les films, dans les publicités, dans les séries télé, même dans Plus belle la vie pour ceux qui suivent l'actualité. Tous les mois, les magazines féminins ou masculins nous donnent des conseils très explicites pour devenir des dieux du sexe. Même le sextoy a fait son coming out. Il n'est plus vendu comme un masseur pour visage anti-rides dans les pages du catalogue de la Redoute. Et puis, je ne voyais pas non plus de problème à entreprendre dans le domaine de l'érotisme. Après tout, ce n'est pas forcément un sujet dont on parle beaucoup, et pourtant, c'est toujours dans le domaine de l'érotisme ou de la pornographie, c'est toujours un secteur qui est précurseur dans l'adoption des nouvelles technologies. C'est souvent là qu'on trouve les premiers usages et les premiers business. Le Minitel serait mort beaucoup plus vite s'il n'y avait pas eu le 3615 ULA. À l'époque, certains avaient déjà tout compris. C'est pareil pour la VHS, la vidéo à la demande, l'Internet et Canal+, qui aurait eu beaucoup moins d'abonnés dès le départ s'il n'y avait pas eu le foot et le porno. Et j'étais déjà persuadée qu'il en serait de même pour les objets connectés. Donc voilà, je me disais, il n'y avait vraiment pas de problème pour lancer Be-Sensory. Alors une certitude qui a été un petit peu ébranlée dès mon premier rendez-vous avec un fabricant de sextoy. Parce qu'au départ, je n'avais pas l'intention de fabriquer mon propre sextoy. Je pensais en trouver un et j'avais juste besoin de le modifier pour qu'il communique avec mon application. Je prends rendez-vous donc avec un fabricant français, je le retrouve à Paris, je lui expose mon projet, voilà, avec toute ma motivation, mon enthousiasme, convaincu de ce fameux pouvoir des mots. Et là, très vite, il me regarde et le verdict tombe, il me dit « Vous pouvez arrêter tout de suite, votre truc, ça ne marchera jamais. » Non, mais parce que vous comprenez, nous, on connaît bien le milieu de la nuit. Avec ma femme, on a visité tous les clubs échangistes de la planète et votre truc, ça ne marchera pas parce qu'il faut se rendre à l'évidence, les filles qui lisent sont des mal baisées. Les filles qui lisent sont des mal baisées. Dire qu'il y a des scientifiques qui ont travaillé pendant des années pour nous convaincre que le premier organe sexuel n'était pas en dessous de la ceinture, mais dans nos têtes. Alors j'ai mis fin à la conversation, j'étais un peu en colère, moi surtout très vexée. Et je lui ai dit, puisque c'était comme ça, je lui laissais le marché des clubs échangistes, je gardais le marché des mal baisés et je pensais être gagnante. Et puisqu'il n'avait pas de sextoy à me proposer, j'allais fabriquer le mien, made in France. Voilà, en moins d'1 heure, mon projet devenait industriel. Il avait gagné quelques degrés de complexité, mais ma motivation et mon militantisme aussi. Quand vous êtes une start-up et que vous avez une idée comme ça, le meilleur moyen de la protéger, en général, c'est d'en parler beaucoup, de vous faire connaître, notamment en participant à des concours de start-up. C'est ce que j'ai fait en commençant il y a 1 an au Web Today à Nantes, puis au West Web Festival organisé pendant les Vieilles Charrues de notre ami Jean-Luc Martin. Le principe est simple, vous avez 4 minutes pour monter sur scène, pour présenter votre projet et convaincre un jury. Ce jour-là, un jury 100% masculin. Je monte sur scène, je fais mon pitch dans les 4 minutes, un peu stressée, mais soutenue par un public breton bienveillant, comme aujourd'hui. Et voilà, la compétition se termine, le jury monte sur scène, il commence par dire bon, alors, on n'a pas considéré Be-Sensory en fait, dans les délibérations. Comme il n'y avait pas de femmes dans le jury, on a pensé qu'on n'était pas en mesure d'évaluer sa pertinence. Alors je vais voir le président du jury. Il me dit « Ah, vous êtes déçu ?» Non, non, je ne suis pas déçue, je suis furieuse. Je suis furieuse d'entendre qu'en 2015, des hommes, mais qui sont avant tout des professionnels du e-commerce, du web, des finances, me disent qu'ils ne sont pas en mesure de juger de la pertinence d'un projet qui s'inscrit sur un marché mondial du sextoy de 22 milliards de dollars. Je lui dis, dites-moi que mon projet n'est pas assez abouti, qu'il vous manque de voir un prototype, mais ne me dites pas, nous sommes des hommes et on ne peut pas juger d'un projet de femme. Ce jour-là, le jury a fait gagner la pompe à bière connectée. Un projet 100% masculin dont on n'a effectivement pas de mal à comprendre le potentiel. Qui dit création d'entreprise dit ouverture d'un compte bancaire.
J'ai rendez-vous à la banque, je présente mon projet, mon banquier éclate de rire. Il me dit, vous me faites une bonne blague. Non, non. Alors quand il comprend que je suis sérieuse, il me dit, non, mais alors, il se croise les bras, se recule dans sa chaise et me dit, vous êtes bien consciente, mademoiselle, qu'on ne vous aidera jamais. Ah bon, pourquoi? Votre projet n'est pas éthique. Nous sommes tous d'accord pour dire que la référence en matière d'éthique, ce sont les banques. Alors, je lui ai demandé s'il voulait qu'on parle de fraude fiscale, de création d'entreprises offshore, d'amende record pour non-respect d'embargo. Alors, il a été un peu surpris de ma réaction. Je pense qu'il ne s'attendait pas à une réaction aussi vive. Et alors, il m'a dit, oui, non, vous comprenez, j'ai été très surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Et peut-être que quand vous présentez votre projet à quelqu'un pour la première fois, vous devriez enrober un peu ou peut-être un petit peu mentir sur ce que vous allez faire. Là encore, nous sommes tous d'accord que mentir est une démarche très éthique. Je pourrais aussi vous parler des certains messages que j'ai reçus sur les réseaux sociaux, certains messages d'insultes. Donc forcément, on me dit il faut vraiment être une mal baisée pour avoir ce genre d'idée. Je dis c'est bon, celle-là on me l'a déjà faite. Ou un autre qui me dit vous précipitez la fin de l'humanité à vouloir remplacer les hommes par du plastique. Et là, je venais de comprendre le cœur du problème, l'ego masculin. Un problème pas très récent, puisqu'au XVIe siècle, Ronsard écrivait déjà que toutes les perversions des courtisanes sont moins blessantes pour l'homme que ses godemichés. Voilà. Rappelons quand même que le godemiché a 40 000 ans et que Cléopâtre avait déjà inventé le modèle vibrant en enfermant des abeilles dans un cornet de papyrus avec lequel elles se caressaient. Heureusement, depuis, elles ont notre ami Régis pour leur donner un toit et s'occuper d'elles. Ce sont des anecdotes et j'ai évidemment reçu beaucoup plus de messages d'encouragement que de messages d'insultes. J'ai même été étonnée du nombre de gens qui m'ont dit « ton projet est génial, c'est vachement bien la manière dont tu l'assumes, c'est courageux ». Même des femmes qui sont venues me voir pour me dire « faut vraiment être couillu pour porter un projet comme ça ». Alors tous ces messages et tous ces retours positifs comme négatifs m'ont vraiment interpellée et j'ai eu envie du coup de m'intéresser un peu plus près à la sexualité et plus précisément à l'histoire du plaisir féminin. Une histoire passionnante dont elle reflète l'évolution de notre société. Savez-vous par exemple que le clitoris, découvert par l'italien Colombo en 1650, a plutôt été bien vu jusqu'au XIXe siècle. Tant que les médecins étaient convaincus que le clitoris avait un rôle dans le plaisir et que le plaisir servait à la procréation, tout allait bien. Quand les médecins se sont aperçus que le clitoris ne sert à rien d'autre, c'est déjà vachement bien, que le plaisir, et que l'orgasme n'avait aucun lien avec la fertilité, alors là, c'est le début des problèmes. Le clitoris, le plaisir féminin est devenu un non-sujet, et le clitoris a purement et simplement disparu des planches d'anatomie et du dictionnaire. Il faudra attendre 1998 pour qu'une urologue canadienne publie une nouvelle étude complète sur le clitoris. 1998. Aujourd'hui encore, même si on a fait des progrès, notre sexualité reste très endocentrée, c'est-à-dire qu'elle est définie par et pour le plaisir des hommes. Je sais pas, il y en a qui vont se dire non, quand même, elle exagère. Quelques représentations persistantes. Les hommes ont beaucoup plus de besoins physiques que les femmes. C'est comme ça, c'est la nature, c'est normal. D'ailleurs, les femmes n'ont pas de besoins physiques. Elles ont du désir pour un homme qu'elles aiment. Un homme qui multiplie les conquêtes est un séducteur. Une femme qui multiplie les conquêtes est une sacrée vénarde. Et si on parle de masturbation, c'est pareil. Pour les hommes, pas de problème. C'est admis, ça fait partie de l'éducation, c'est normal, c'est même valorisant. Pour les filles, le sujet est encore tabou. C'est pas très étonnant quand on sait qu'au XIXe siècle, en France, en Europe,
la masturbation féminine était définie comme une perversion et qu'elle était soignée avec des pratiques aussi barbares que l'excision. Aujourd'hui encore, c'est un sujet dont on ne parle pas, ou peu. Du coup, beaucoup de femmes restent ignorantes de leur plaisir, de leur corps, ou culpabilisent, et beaucoup d'hommes pensent que le sujet n'existe carrément pas. Non, mais non, pas ma femme, elle n'a pas besoin, elle m'a à la maison, j'assure. Dans la même logique, certains hommes m'ont dit « c'est vachement bien que tu sois à Brest pour lancer ton projet, parce qu'une ville de marins, il y a plein de femmes seules, longtemps, souvent. » Comme si le sextoy n'était qu'un objet de substitution à utiliser en cas d'extrême urgence. Comme si le plaisir solo des femmes n'était qu'un plaisir de substitution. Voilà, c'est idiot. Mais j'ai été aussi surprise du nombre de femmes qui m'ont dit ouais, on aurait bien envie d'essayer les sextoys, mais en fait on n'ose pas l'acheter. J'ai dit ça aussi, c'est idiot. Je pense qu'il est grand temps que toutes les femmes, quand on a envie d'un sextoy, on soit assez couillues pour se l'offrir. Je vous assure, hein, les filles, c'est comme d'acheter une paire de chaussures. Hein. Il suffit d'acheter et de choisir la couleur, la taille et l'usage. On ne met pas les mêmes chaussures pour aller à la plage que pour faire de l'escalade. Avec toutes ces anecdotes, ces rencontres, ces confidences, je me suis aperçue que nous, n'étions sans doute pas aussi libres que ce que je croyais, et que la route vers l'égalité, y compris dans le domaine du plaisir, allait être encore longue. C'est comme ça qu'au fil des mois, mon projet, qui était un projet industriel innovant, et qui l'est toujours, est aussi devenu un projet militant. Mon propos n'est pas de dire qu'il faut que toutes les femmes lisent des livres érotiques ou que toutes les femmes utilisent des sextoys. Mon propos, c'est la liberté. La liberté de pouvoir choisir son plaisir, sa sexualité, sans honte ni culpabilité. Parce que je ne veux pas avoir honte de ce que je fais. Je ne veux pas avoir à mentir quand je présente mon entreprise. La sexualité est un jeu, mais c'est aussi un sujet de société qui nous concerne tous en tant qu'adultes, en tant que parents. Anaïs Nin écrivait « L'érotisme est la base de la connaissance de soi, aussi indispensable que la poésie. Dans cet esprit, je veux continuer à promouvoir la littérature érotique qui fait fonctionner notre imaginaire et qui s'oppose au porno qui tue les fantasmes. » Qui dans la salle a des enfants entre 10 et 14 ans? Savez-vous que 80% d'entre eux ont déjà regardé des contenus porno? Je ne vous parle pas de voir une fille nue dans un magazine, je vous parle de voir un film porno qu'on peut voir gratuitement sur des sites comme YouPorn. Des films qui nous renvoient à une sexualité, de la performance, de la domination masculine, de pratiques violentes, où on oublie la complicité, le respect, les caresses. Des films qui posent le problème de la construction de l'image de soi, de l'érotisme, du respect, du rapport aux autres. Nous en avons eu récemment un exemple avec ce qui s'est passé au collège Montaigne. Je ne sais pas si vous avez suivi ces collégiens qui ont été accusés de harcèlement et d'attouchement sexuel après avoir regardé un contenu porno sur leur smartphone. J'ai été très surprise et un peu choquée de la manière dont ont réagi les médias tout de suite après les événements. Premier retour, la stupéfaction de se dire que les ados qui sont dans des milieux favorisés sont comme les autres, ils regardent du porno. Le deuxième débat, doit-on interdire le smartphone au collège? Mais le problème n'est pas là, c'est déjà un sujet qui est d'un autre temps. Le problème, c'est de savoir comment on prend en charge la sexualité des jeunes filles et des jeunes garçons pour qu'ils apprennent à connaître leurs limites et qu'ils apprennent à se défendre. J'ai 2 filles, une de 11 ans et une de 15 ans. Et en tant que femme, en tant que maman, je préférerais vraiment qu'elles découvrent la sexualité par les mots plutôt que par le porno. Qu'elles découvrent leur plaisir pour être en mesure de partager ce qui leur plaît et de refuser ce qui ne leur fait pas envie. Je suis convaincue que la première des libertés, c'est de pouvoir dire non. Je voudrais aussi qu'elles soient convaincues que leur plaisir est au moins aussi important que celui de leur partenaire. Et qu'elles ne fassent pas comme moi, qu'elles n'attendent pas d'avoir 40 ans
pour être libres dans leur corps, dans leur tête et dans leur vie. Je finirai avec une autre citation d'Anaïs Nin, qui disait que nous ne voyions pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. C'est pourquoi ceci n'est pas une pipe, et pourquoi ceci n'est pas un sextoy, mais beaucoup plus que ça. Merci.